que pour exister, il faut tuer le père. J'ai pas le sentiment que Marine ait tué le père et qu'elle ait voulu le tuer d'ailleurs. C'est ce qui peut-être lui est reproché par un certain nombre de gens, y compris chez nous. Elle n'a pas tué le père, il n'a pas pris sa retraite non plus. Président d'honneur du FN, Jean-Marie Le Pen est candidat aux élections européennes en 2014. Il continue à faire des meetings et à donner son avis qui diverge parfois de celui de sa fille, comme il nous l'a expliqué au cours d'un entretien réalisé à Saint-Cloud dans la propriété familiale du parc de Montretout. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. On est ici dans votre bureau à Montretout, l'endroit où vous travaillez, je crois, plus qu'au siège du Front National. Alors dans ce bureau, il y a beaucoup de choses, il y a notamment toute une pile de livres sur vous que vous avez accumulés, vous archivez tout ce qu'on écrit sur vous. C'est-à-dire que là, il y a tout un ensemble de livres, il doit y en avoir près d'une centaine, qui ont été écrits soit sur moi, soit maintenant à partir sur Marine ou même sur Marion. Donc, il y a une espèce de collection dynastique. Et alors, ça vous inspire quoi? Ça vous amuse, tous ces livres, ou au contraire, Oui, ça vous énerve, ça vous embarrasse? Non, je constate que beaucoup des gens qui ont écrit ces livres ne se sont pas donné la peine de me rencontrer. Donc ils se sont bornés à copier sur leurs prédécesseurs. Seulement, l'inconvénient, c'est la répétition d'erreurs qui ont été commises préalablement, voilà, que je ne peux pas toujours corriger. D'accord. Justement, on va revenir dans l'émission, au fil de l'émission, sur différentes choses qui ont pu être dites sur vous, sur l'image que vous avez pu renvoyer à différents moments. On reviendra sur tout ça. Mais auparavant, donc, vous êtes dans le paysage politique depuis 1956, date où vous êtes élu à l'Assemblée nationale, puis dans le paysage sans interruption depuis les années 80, période où le FN fait ses premiers gros scores. Alors pendant toutes ces années, votre positionnement, votre discours ont un petit peu évolué, vous allez nous expliquer. Mais avant, je vous propose d'écouter ce qu'en dit le politologue Pascal Perrineau. Ça commence dans les années 80, quand le FN est clairement une composante de la droite. Je vous montre. Monsieur Le Pen, vous vous dites libéral et vous êtes contre le protectionnisme. Je suis contre le protectionnisme. Vous êtes donc pour la libre circulation des biens de consommation, des objets. Absolument. Pourquoi est-ce que vous êtes contre la libre circulation des personnes? Parce que le Front National n'est pas le Front libéral et parce qu'il considère qu'il y a un principe supérieur qui est celui de la nation. Mais vous savez bien que la démocratie... On peut parfaitement être libéral sur le plan économique sans vouloir pour autant que son pays soit ouvert aux quatre vents et livré à l'occupation de peuples étrangers. Voilà, donc on est en 1985, elle a oublié, mais à l'époque, Jean-Marie Le Pen se définit comme libéral économiquement, et puis son discours va évoluer, par exemple, en 2002, lorsqu'il est qualifié au second tour. Vous les mineurs, les métallos, les ouvrières et les ouvriers de toutes ces industries ruinées par l'euro-mondialisme de Maastricht, vous les agriculteurs aux retraites de misère et acculés à la ruine et à la disparition, j'appelle les Françaises et les Français, quelle que soit leur race, leur religion ou leur condition sociale, à se rallier à cette chance historique de redressement national. Dans les années 80, la dynamique du Front National se fait avant tout dans l'espace des droites. Ce sont toute une série d'électeurs qui viennent de la droite classique, qui sont exaspérés par la victoire de la gauche en 81, qui sont déçus de l'attitude du RPR et de l'UDF, qui vont nourrir la dynamique électorale. Et le premier programme du Front National est vraiment un programme au plan économique libéral. On est dans l'ère de la Reaganomics. Ah oui, d'accord, il n'est plus libéral finalement que le RPR, etc. Mais bien sûr. À partir des années 90 et du début des années 2000, tout a changé. La crise s'est installée, la dénonciation de la globalisation économique, de la mondialisation s'est installée. Et à ce moment-là, le discours est nettement infléchi. Il ne faut pas attendre Marine Le Pen. C'est avec Jean-Marie Le Pen que ce discours commence. Les temps ont changé. Jean-Marie Le Pen, qui est un homme de foi, certes, mais aussi un pragmatique, s'adapte. Et il parle à une nouvelle clientèle électorale issue massivement des milieux populaires, clientèle électorale pour laquelle, si vous voulez, l'ode au libéralisme n'a aucun sens. Alors on a beaucoup parlé de l'influence de Marine Le Pen, elle se fait sentir particulièrement en 2007 où c'est elle qui coordonne la campagne de son père. Je vous montre un extrait d'un reportage. Première nouveauté, le logo reste discret. Plus qu'une évolution, cette affiche marque une révolution. Une jeune femme d'origine étrangère,
Avec un piercing sous la lèvre, elle est censée symboliser l'échec de l'intégration. Ce projet de Marine Le Pen n'aurait pas plu à tous les cadres du parti, car lors de chaque présidentielle, le FN en image, c'est avant tout Le Pen. Avec auparavant des slogans chocs comme 3 millions de chômeurs, c'est 3 millions d'immigrés de trop. Depuis quelques semaines, changement de discours. Moi, Jean-Marie Le Pen, je vous invite, vous tous qui aimez la France, à vous réunir autour de ma candidature. Oui, tous. Et vous aussi, Français d'origine étrangère. Je vous invite à nous rejoindre. Qu'est-ce qui se passe dans ces années 2006-2007 ? Le Front National est en perte de vitesse. Après le choc de 2002, il est en perte de vitesse. Pourquoi ? Parce qu'il y a le phénomène Sarkozy. Et il y a nécessité pour le président du Front National et ceux qui l'entourent de trouver une tactique pour récupérer ces électeurs qui hésitent quelque part entre Nicolas Sarkozy et Jean-Marie Le Pen. La stratégie ou la tactique, au choix, est de se draper dans les plis du drapeau national, de jouer sur le thème de la République. Et cela annonce quelque part les évolutions qu'en 2011-2012, Marine Le Pen, devenue présidente du Front National, eh bien, aux évolutions qu'elle accentuera. Voilà. Ça vous embête ou ça vous fait plaisir qu'on dise que vous êtes un bon tacticien, que vous avez eu aussi une stratégie, une tactique? Je crois que M. Perrineau fait une erreur qui est liée à sa profession de politologue. Il pense que tout ce que dit un homme politique, il le dit exclusivement en relation avec le corps électoral à conquérir. Mais on n'a pas forcément un discours qui est destiné à essayer de les convaincre ou de les attirer. Mais on voit bien là, par exemple, effectivement, on voit qu'il y a eu une évolution, qu'au début, vous avez un discours économique plus libéral, et ça évolue. Alors pourquoi ça évolue? C'est parce que le monde a changé. Quand je défends une politique, notamment de liberté de l'entreprise, c'est parce que nous vivons dans un monde socialiste. Oui, les années 80. Et l'Europe et le monde, un monde communiste. Et par conséquent, je prends le contre-pied de cette pensée dominante, en quelque sorte. Et puis la situation évolue. Le communisme va s'effondrer et nous allons entrer dans l'Union européenne, ce dont on ne parle pas là en l'occurrence, qui va contraindre la France et lui retirer progressivement les éléments de sa souveraineté. D'accord, donc vous dites effectivement c'est une évolution qui est liée à l'évolution du contexte et de la situation et qui s'est accompagnée aussi d'une évolution de votre électorat pour le coup quand même, qui est pas forcément... Bien sûr, mais c'est évident que l'homme politique est à l'écoute du peuple français et il essaye de déterminer quels sont les éléments de son avenir et quels sont les éléments les plus favorables. Et bien sûr, c'est évident que le discours n'est pas le même en 60 ans de vie publique. Encore qu'il y ait des constantes. Oui, on voit aussi des constantes. Et alors justement, ça pose la question du rôle de Marine Le Pen. On a beaucoup dit en 2007, on a revu les extraits là, avec les affiches, avec la jeune femme beurre. On dit que c'était elle qui vous avait poussé à aller à Valmy. On dit une femme étrangère, elle n'est pas d'origine étrangère. Elle est française. Oui. Elle peut être française, oui. Elle peut être des dom-toms, elle peut être d'origine algérienne, mais je vous signale qu'il y a eu une Algérie française et qu'il y avait des citoyens français en Algérie. Par conséquent, c'est déjà un point de vue de critique et hostile de souligner cela. D'accord, comme c'est fait dans le sujet, vous dites, d'accord. Et cette évolution sur les thèmes de la République, Valmy, etc., en fait, ce que dit Pascal Perrineau, c'est que c'est vous, en fait, c'est votre évolution plus que celle poussée par votre fille. Enfin, c'est quoi? Non, écoutez, n'est-ce pas, l'homme politique, dans son message, tient compte de la réalité telle qu'elle est constituée par les faits, par les événements, mais aussi par les manœuvres de ses concurrents ou de ses adversaires. Et dans la mesure où on nous oppose un front républicain, un arc républicain, je vais à Valmy dire « nous aussi, nous sommes républicains ». D'accord, c'est aussi une manière de retourner le discours de, entre guillemets, l'adversaire, d'accord. Voilà, c'est de la tactique politique, mais c'est bien normal. Bien sûr, ouais. Et votre fille là-dedans, parce qu'on a beaucoup dit c'était elle en 2007, etc. Écoutez, ma fille dirige la campagne électorale, et par conséquent, son influence joue celle des collaborateurs, des gens qui sont autour de nous. Nous faisons comment dirais-je, nous élaborons une doctrine collective. Et dans ce domaine, Marine Le Pen apporte en effet sa jeunesse, le particularisme de sa féminité, etc.
Alors, il y a quand même la question, et vous l'avez évoqué vous-même, hein, et que, bon, en préparant l'émission, on a visionné beaucoup de choses, lu beaucoup de livres, peut-être pas tous autant que ceux qui sont dans votre bureau, mais enfin, il y a toujours une question qui traverse un petit peu vous concernant, c'est Jean-Marie Le Pen, est-il stratège ou pas? Ses déclarations sont-elles tacticiennes ou pas? Voilà, on vous prête toujours beaucoup d'arrière-pensée. Vous savez... alors, oui, sauf si je vais peut-être vous montrer un extrait, vous allez me dire, parce que notamment sur ce qui concerne à ce que certains appellent vos provocations, d'autres vos dérapages. Alors, je vous propose de revenir justement sur un sujet qui date de 2005, commenté toujours par le politologue Pascal Perrineau, et puis vous réagissez. Tôt ce matin, Jean-Marie Le Pen est déjà sur les ondes. Le président du Front National persiste et signe, il ne change pas une virgule à ses propos publiés dans l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol. Oui, en France, l'occupation allemande n'a pas été particulièrement inhumaine, même s'il y eut des bavures. Au bout de 60 ans, je crois que quand on la compare à l'occupation d'un certain nombre d'autres pays européens, il faut reconnaître que nous avons, toutes choses égales d'ailleurs, moins souffert que d'autres pays comme la Hollande, la Belgique. Rien à ajouter non plus sur le drame d'Ouradour-sur-Glane. Il y aurait beaucoup à dire, a-t-il laissé entendre dans l'hebdomadaire. Selon une thèse révisionniste, ce sont des explosifs dissimulés dans l'église par les résistants qui auraient fait périr le 10 juin 1944 près de 650 civils et non l'armée allemande. Pour les spécialistes de l'extrême droite, cette nouvelle affaire s'inscrit dans une véritable stratégie politique. C'est ça vraiment calculé. On ne peut pas parler d'improvisation pour une interview qui a été donnée, comme on dit, la presse écrite. Donc c'est pas la télé, c'est pas la radio, il n'y a pas de lapsus. C'est très contrôlé, il a pu relire, il a pu modifier chaque mot, contrôler chaque mot. Tout ça vraiment est complètement maîtrisé. Et donc ça relève d'une stratégie, indiscutablement. Et là, ça repose la question qui se pose à chaque fois que Jean-Marie Le Pen revenait sur le devant de la scène avec ses, entre guillemets, dérapages. Et est-ce une stratégie délibérée, comme on le suggère là sur cet extrait? Ou alors, est-ce que ça lui échappe? C'est le naturel qui revient au galop et qu'il n'arrive pas à se contrôler? Je vais vous dire, il y a les deux qui s'expriment. Il y a à la fois la nature profonde et la culture profonde de Jean-Marie Le Pen. Quand il porte un jugement, qui est un jugement de caractère révisionniste sur certains éléments de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est le fond, certainement, de sa pensée qui s'exprime. Et puis, en même temps que cette nature profonde s'exprime, il y a un souci stratégique. On sait très bien, dans la vie de tout parti politique ou de tout leader politique, qu'on traverse de temps en temps des creux. On ne parle plus de vous. Les thèmes que vous véhiculez ne sont plus à l'agenda. Et donc, il y a la stratégie du scandale. Vous revenez dans l'agenda politique, comme on dit, vous revenez dans l'actualité politique, en effet, sur le mode du scandale. Je suis celui par lequel le scandale arrive. Et d'autre part, pour Jean-Marie Le Pen, il faut savoir que cela correspond à une stratégie très ancienne, parce qu'en faisant scandale, il n'apparaît pas comme étant un homme politique comme un autre. Tout de suite, forcément, comme il fait scandale, on le dénonce, et il peut ensuite retourner cette dénonciation en disant, vous voyez bien, comme vous, les petits, les sans grade, je suis une victime du système. Donc vous dites finalement, ça lui correspond, mais ça correspond aussi à une vraie stratégie qui n'est pour le coup pas du tout celle de sa fille, elle l'a souvent expliqué. Et alors à l'époque, quelques mois après ce dérapage sur l'occupation allemande, elle écrit un livre et elle revient sur ces événements sur le plateau de Thierry Ardisson. C'est un trait de caractère qui fait qu'encore une fois, il prend du recul sur les choses. Et quand il a dit l'occupation allemande n'a pas été si inhumaine, je pense qu'il faisait référence à ce qu'elle a pu être dans d'autres pays. Mais c'est vrai que dit comme ça peut étonner et ça peut choquer, ça peut laisser, moi je comprends ça. Je veux dire, mais je suis absolument persuadée que c'est pas son but. C'est un enfant de la guerre, voilà. Je crois que les enfants de la guerre ne réagissent peut-être pas de la même manière que nous qui sommes des enfants de la paix. En même temps, c'est ce moment-là, cet épisode-là qui va créer une brouille entre eux. Oui, c'est peut-être ce moment-là qui crée une brouille entre eux. Il y a des brouilles qui peuvent être utiles aussi, lorsqu'elles sont présentées, gérées sur le terrain médiatique. Parce que pour une jeune femme qui a vécu dans l'ombre de son père, c'est un moyen d'exister. Et on sait que Marine Le Pen, dans l'ombre tutélaire envahissante de son père, a besoin d'exister et qu'une brouille éventuellement passagère, ça vous permet d'exister par vous-même. Oui, vous riez. Qu'est-ce qui vous fait rire? Je ris d'abord parce que M. Perrineau est un homme du système. Et la différence qu'il y a entre tous ces glossateurs de la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'ils ne l'ont pas connue. Moi, j'ai vécu la guerre.
je l'ai vécu cruellement. Je suis un orphelin de la guerre. Eux, ils ont lu qu'on avait souffert de la guerre dans les livres. Voilà. Oui, et des livres qui, généralement, étaient quand même plutôt orientés tous de la même manière, plutôt quand même du côté soviétique ou communiste ou allié même que des autres. Mais moi, j'ai la mémoire et je me souviens de tout cela. Et quand je porte un jugement, même s'il est porté par un journaliste qui trahit sa profession, car il rapporte des propos qui n'étaient pas dans son interview, mais qui étaient postérieurs à son interview. Il a d'ailleurs été poursuivi pour cela. Mais en l'occurrence, je ne renie aucun... Moi, je ne fais pas de calcul. Je dis ce que je pense. La conception que j'ai de ma vie politique me permet d'avoir cette liberté. Je la paye cher, parce qu'elle me vaut beaucoup d'adversité, mais je dis ce que je pense. Et je ne fais pas de calcul, je ne fais pas de provocation. Et si provocation il y a, c'est qu'elles sont en effet provoquées par les gens qui me posent les questions. Oula, parce que d'accord, parce que donc vous dites pour refaire donc vous dites donc Rivarol, vous avez été piégé à l'époque et vous avez donc attaqué le journal, mais cela dit, vous assumez vos propos et toujours vous les avez toujours assumés. Et vous ne faites pas de calcul, pas de stratégie, ce qu'on vous prête, parce qu'on vous prête toujours des stratégies et on vous dit que vous êtes un provocateur. Mais oui, mais ça, ce sont mes adversaires qui disent cela. Voilà, bien sûr. Et la vérité est souvent provocatrice, elle est provocante en tout cas, quand le mensonge règne. On voit aussi qu'il y a des moments où vous refusez de revenir sur certains sujets, etc. Vous dites, attendez, je ne reparlerai pas de ça, il y aurait beaucoup à dire, notamment sur Oradour-sur-Glane, mais je n'en parlerai pas. C'est parce que vous avez peur du procès, peur de provoquer, peur de... Non, c'est parce qu'à un moment donné, j'estime que j'en ai assez dit, voilà. Et en l'occurrence, vous parlez toujours d'un interview qui n'a pas été un interview. Ce sont des propos personnels qui sont rapportés par un journaliste qui trahit sa mission. Voilà. C'est le journaliste de Rivarol, disons-le, franchement. Oui, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, mais du coup, avec le recul, c'est quelque chose qui vous a fait beaucoup de tort ou finalement vous l'assumez comme vous dites? Oui, écoutez, ça m'a fait peut-être beaucoup de tort, mais c'est ce que j'ai dit, je l'ai pensé. Par conséquent, je ne renie pas ce que j'ai pensé. C'est vrai que je suis souvent, sur ces sujets-là et sur beaucoup d'autres, en désaccord avec la pensée unique, avec la pensée dominante, avec le conformisme politique de notre temps, c'est vrai. Et vous êtes aussi, du coup, et à l'époque et aujourd'hui, en désaccord avec votre fille. Ma fille a ses propres idées. Elle a 40 ans de moins que moi. Elle est une jeune femme de son temps, bien sûr. Elle n'a pas du tout vécu les mêmes expériences que moi, mais d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit très intelligemment dans son interview. Moi, je suis enfant de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre d'Indochine, de la guerre d'Algérie, etc., auxquelles j'ai participé. Bien sûr, après, tous les gens qui ont connu la guerre n'ont pas forcément la même lecture et n'ont pas forcément dit la même chose. Bien sûr, ils n'ont pas la même expérience de la vie. C'était la même vision. Ils ont vécu ça à vif, en quelque sorte, alors que, encore une fois, les autres ne l'ont vu ou connu qu'à travers des prismes que j'accuse, pour ma part, souvent d'être partiaux. Et Pascal Perrineau dit aussi, bon, il parle de cette brouille qu'il y a eu en 2005, qui avait été très médiatisée. Bon, ce sont des choses qui arrivent. On ne peut très bien ne pas partager sur le fond ou la forme d'une expression politique, mais voilà. Et puis voilà. Je pense que Marine aurait beaucoup plus d'indulgence maintenant qu'elle a l'expérience des responsabilités. À ce moment-là, elle était encore, si j'ose dire, brute de décoffrage. Ah, vous pensez que c'est ça qui a expliqué aussi sa entre guillemets, colère? Ah oui, elle était nouvelle tout de même dans l'approche de ces problèmes-là. Elle n'avait pas elle-même été attaquée, etc. Depuis, elle s'est rattrapée. Et alors, Pascal Perrineau dit aussi que cet épisode a permis à votre fille de s'émanciper et finalement que ça lui a servi. Et c'est le moment où elle a un peu décidé de se lancer dans le... Écoutez, je m'en tire bien, parce que d'abord, il paraît qu'il faut tuer le père. Alors, elle a réussi à le faire avec une petite brouille, sans tuer le père. Je trouve que c'est plutôt sympathique pour moi. Ouais. Mais vous le dites avec le sourire, mais c'est vrai que tuer le père, On dit ça. Ouais, on dit ça. On dit que pour exister, il faut tuer le père. J'ai pas le sentiment que Marine ait tué le père et qu'elle ait voulu le tuer, d'ailleurs. C'est ce qui peut-être lui est reproché par un certain nombre de gens, y compris chez nous. D'accord. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit, hein, votre fille est présidente, vous l'avez dit aussi, vous restez très actif, vous avez un vrai rôle dans le parti, vous faites des déplacements, vous intervenez dans les médias. Et parfois, on s'est rendu compte quand même si vous louez la sagesse de votre fille, vous n'êtes pas toujours à 100% d'accord avec elle. Alors on va revenir là-dessus, mais d'abord je vous propose d'écouter ce qu'en dit le journaliste Christophe Forcari, qui connaît bien le Front National. Ah oui.
Pourquoi vous riez? Je ris parce qu'il est de Libération, parce que c'est un adversaire politique, c'est même un militant politique. Il est d'ailleurs très sympathique comme homme, mais comme journaliste, il est évidemment quelqu'un d'hostile. Alors vous allez nous dire... Ce n'est pas quelqu'un d'objectif, si vous voulez. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ce qu'il dit. Marine Le Pen a surpris cette semaine en se déclarant pour la retraite à 60 ans. En 2007, quand vous faisiez campagne pour la présidentielle, vous étiez pour la retraite à 65 ans. Pourquoi ce revirement? Oui, je ne sais pas s'il faut demander ça à Marine Le Pen. Oui, enfin, vous êtes président d'honneur du Front National. Elle a sorti ça de la condition des 40 annuités, n'est-ce pas? Et c'est la combinaison des deux chiffres qui, je crois, peut donner la ligne politique. Mais c'est à Marine Le Pen qu'il faut poser cette question. Ça veut dire que vous n'êtes pas convaincu par cette proposition? Je ne sais pas, je ne l'ai pas étudié dans son détail, mais ce que je sais, c'est que il me semble qu'il faut tenir compte tout de même de l'allongement de la vie. Donc pour vous, 65 ans, ça serait le meilleur âge. Mais je pour crois, vous, là je ne parle pas de Marine Le Pen, je parle de vous. C'est mon point de vue, il peut se produire des situations dans lesquelles je ne sois pas tout à fait en accord avec Marine Le Pen. Et c'est le cas là sur la retraite? Bien, c'est possible, oui, je ne sais pas. A priori, comme ça, à première vue, oui, puisque moi je proposais 65 ans et qu'elle propose 60 ans, il faudrait peut-être faire une discussion avec elle pour savoir quelle a été la motivation de sa décision. Jean-Marie Le Pen est pris en tenaille par rapport à lui-même et par rapport à sa fille. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va camper sur ses positions. Et puis par ailleurs, il a une fille qui est aussi présidente du Front National et il ne peut pas se permettre, étant donné ce qu'il est, étant donné son poids, de dire à chaque matin « je suis contre ce que dit ma fille, je suis contre ce que dit la présidente du Front National ». Alors là, on est quand même, il faut le dire, en pleine campagne présidentielle de 2012. Donc c'est particulièrement embarrassant qu'ils viennent un peu nuancer la position de sa fille. Elle l'a pris comment elle a géré ça? Très exactement, je pense qu'aujourd'hui, elle a un rapport assez bizarre avec son père. Il faut voir que Jean-Marie Le Pen n'est pas un président d'honneur potiche. Il est très présent au carré. Chaque matin, il va parler à la secrétaire de Marine Le Pen. Donc il sait très bien qu'il a un poids dans le mouvement. Alors pendant la campagne, ils ont eu effectivement un problème, c'est que Jean-Marie Le Pen dit ce qu'il a à dire quand il veut bien le dire. Et ça, personne ne peut lui interdire, même pas sa fille. Et donc il fallait éviter pendant toute cette campagne de 2012 qu'on ait, disons les choses telles qu'elles sont, un petit dérapage de Jean-Marie Le Pen qui là aurait ruiné tous les efforts de Marine Le Pen pour apparaître comme une candidate entre guillemets normale. Et il y a eu effectivement cette interrogation, c'est quelle va être la place de Jean-Marie Le Pen, difficilement contrôlable, dans l'appareil de campagne de Marine Le Pen. On ne pouvait pas le mettre sur la touche, mais on ne pouvait pas non plus le mettre trop en avant sur les plateaux de télé au risque que l'incontrôlable se produise. Et donc ils ont effectivement essayé de trouver une balance pendant toute la période de la campagne présidentielle. Et lui, il l'a pris comment? Il l'a senti ça ou... Connaissant son caractère, un peu, je ne pense pas qu'il ait dû apprécier beaucoup. Depuis quelques jours, M. Le Pen, il est possible d'adhérer directement au Rassemblement Bleu Marine, une structure parallèle au FN. Est-ce que c'est le début de la fin du FN? Je ne le crois pas. Mais si c'était ainsi, je dis franchement que je préfère la formule du Front National qui, en 40 ans, a fait la preuve de son courage, de sa pérennité, de son dévouement et de sa volonté. Vous n'allez pas adhérer, vous, au Rassemblement Bleu Marine? Ah non, sûrement pas. Je suis président d'honneur du Front National, je le reste. Pourquoi le Rassemblement Bleu Marine? Ça vous gêne? Non, ça ne me gêne pas. C'est une voie. Mais écoutez, cette stratégie ne me dérange pas du tout. C'est une stratégie électorale, voilà. Je crois qu'il y a en toile de fond quelque chose qui est dans l'air depuis pas mal de temps dans l'esprit de Marine Le Pen et qui le dérange encore plus, c'est qu'on puisse changer le nom du Front National pour changer la marque, changer l'esprit même de ce qu'il a fondé. Donc ça, il l'admet absolument pas. Mais alors il a peur qu'on dilapide l'héritage, là. Il a peur... Il a peur, je crois, d'un dévoiement. Jusqu'à maintenant, Marine Le Pen a réussi à bien concilier les deux. C'est-à-dire qu'on reste sur les fondamentaux du Front National, comme la préférence nationale, vraiment les grandes lignes qui font les grandes lignes de force de ce parti. Et en même temps, elle sait très bien que elle ne peut pas conquérir le pouvoir toute seule. Donc il lui faut entrer dans des stratégies d'alliance qui, forcément, à un moment ou à un autre, l'obligeront à réviser son discours. Et ça, sa marge de manœuvre, tant que le gardien du temple, Jean-Marie Le Pen, sera là, est forcément étroite. C'était Christophe Forcari. Écoutez, je trouve que Christophe se bonifie en vieillissant. C'est dommage qu'il parte à la retraite.
Il commençait à être objectif. Ah bon, donc vous êtes d'accord avec tout ce qu'il dit alors? Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Je dis qu'il se bonifie. Très Donc bien. il se rapproche de l'objectivité, mais il s'en rapproche juste au moment où il va partir. C'est dommage. Bon, en tout cas, là, visiblement, il parle encore, donc profitons-en, il est toujours actif. Et alors, il dit, vous êtes le gardien du temple. Alors ça, vous dites, c'est vrai. Oui, j'en suis le fondateur. Et le gardien. Et l'animateur et le gardien. Oui, c'est pas le gardien, mais enfin oui, un peu quand même, oui, puisque je suis président d'honneur, je remplis mon rôle. J'apporte au mouvement le poids de mon expérience, de mon vécu, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas, cuistrement. Mais alors, oui, mais alors du coup, il y a plusieurs choses, parce que dans ce qu'il dit, il y a un point, il évoque quand même un point qui a pu, c'est cette fameuse campagne de 2012, hein, il dit, voilà, on s'est demandé dans l'entourage de Marine Le Pen quelle allait être la place de Jean-Marie Le Pen, de craindre qu'un petit dérapage ne se produise qui ruinerait les efforts de sa fille, enfin bon, il évoque quand même des petites tensions qu'il y a pu y avoir. Hein. Oui, mais bien sûr, madame, c'est la vie, c'est comme ça, tous les mouvements vivants, mais c'est le centième des oppositions qui existent à l'UMP ou au Parti socialiste. Bien sûr, mais après c'est vrai que les brouilles et les disputes au Front National, on en parle peu. Par contre, les brouilles et les disputes à l'UMP et au PS, on en parle beaucoup et on les connaît. Donc c'est vrai qu'on aurait envie d'en savoir un petit peu plus. Il y en a moins au Front National, mais s'il y en a, il faudrait que les médias en fassent part. Voilà. Donc ce qu'il fait là, ce qu'il dit, il dit effectivement, et connaissant Jean-Marie Le Pen, il a pas dû apprécier comme ça qu'on essaye un peu de le mettre de côté. Non, mais c'est la vie, ça, mon Dieu. C'est la vie, ça ne m'étonne pas, ni ne me choque pas, mais je suis assez grand pour défendre ma place, pas de problème. Ah bon. Et vous la défendez comment, votre place, alors? En existant, en étant ce que je suis, ce que j'ai toujours été, sans forfanterie, mais non plus sans accès d'humilité excessif, voilà. Ouais, parce qu'on a du mal à imaginer. C'est vrai que, bon voilà, hein, on est extérieur, on se dit mais comment ça se passe dans ces cas-là? Écoutez, venez assister à un de mes meetings, à une de mes réunions, j'en fais une tous les 15 jours ou deux tous les 15 jours, vous vous apercevrez que je garde quand même une certaine popularité dans le mouvement. Ça c'est effectivement. Et donc c'est comme ça, en fait, c'est ça. C'est votre popularité dans le mouvement qui vous permet de contrebalancer peut-être. Non, je ne contrebalance pas. Je remplis mon office qui consiste à être ce que je suis et à dire ce que je pense. C'est un des éléments qui constitue, je pense, le fond de la réflexion de Marine. Elle tient compte de ce que je dis, mais aussi de ce que disent les autres. Et de ce qu'elle pense elle-même, c'est elle qui est la responsable. Moi, je n'ai pas transmis le flambeau pour essayer d'en jouer sous la table. Non, c'est Marine qui est présidente du Front National. Quand j'ai une divergence avec Marine, j'essaye de la convaincre. Et si je n'arrive pas à la convaincre, eh bien, j'obéis à la ligne qu'elle détermine, parce que je suis un bon militant. D'accord, si elle vous dit il ne faut plus parler de ça, on laisse tomber, par exemple sur les retraites, vous dites qu'il faudrait qu'on ait une conversation, vous avez eu la conversation et puis elle vous a convaincu. Oui, mais elle m'a expliqué très bien que le terme de 60 ans était un terme très symbolique, très important, mais qu'il fallait penser aux annuités. Et que par le jeu des annuités, on rétablissait l'équilibre avec les générations qui étaient durables, si j'ose dire. La preuve, j'en suis un peu la preuve. D'accord, donc à ce moment-là, en fait, sur le plateau, vous n'êtes pas encore tout à fait calé avec elle sur ce sujet-là? Non, mais on n'a pas à être calé. Rien ne dit dans le Front National que Jean-Marie Le Pen doit avoir exactement les mêmes idées que Marine Le Pen, rien. D'accord, ok. Et alors, il y a quand même une question aussi qui est évoquée à la fin, là. C'est la question et la stratégie qui pourrait consister à changer le nom du parti. Là, on a l'impression que vous êtes à fond contre. Ah oui, tout à fait. Oh, tout à fait, je ne m'en suis pas caché. Je crois que Tobler ou Martini ou Pastis ne changent pas de marque, ne changent pas de nom, parce que c'est très difficile d'implanter un parti politique. Et le grand mérite du Front National, c'est d'avoir duré pendant 40 ans. Et donc, il a été connu sous un nom qui a été celui de ses combats, de ses batailles, qui exprime, à mon avis, parfaitement, ou le plus parfaitement possible, quelle est la démarche politique de notre mouvement. Voilà, je trouverais donc parfaitement stupide d'en changer la dénomination, c'est ridicule. Mais comme vous dites, vous êtes maintenant un militant comme les autres, et si ça se trouve, ce sera la stratégie qui sera choisie. Oui, je pense que l'immense majorité
des gens qui constituent le congrès du Front National ne voudront pas. Sont du Front National. Ils ont adhéré au Front National. Ça m'étonnerait qu'ils voudraient changer de nom. D'accord, d'accord. Mais il y en a qui veulent, mais vous pensez qu'ils sont ultra minoritaires? Oui, bien sûr, il y en a qui sont allergiques à un certain nombre de choses que je représente, sûrement. Et votre ça fille, aussi, ça fait partie comment dirais-je, des nuances qui existent à l'intérieur d'un parti politique, même quand il est très uni. D'accord, mais maintenant c'est à votre fille finalement de gérer tout ça. Ah bien sûr, c'est elle le président, c'est elle qui est responsable. D'accord, donc pour bien comprendre, vous lui dites ce que vous nous avez dit là, ce serait une très mauvaise idée, mais elle, un jour, peut décider de le faire. Ah, elle peut décider, c'est le Congrès qui devrait décider. Il faut qu'elle convainque tout le monde. S'il y a un Congrès et que je suis vivant et présent, eh bien je dirai ce que je pense. D'accord. D'accord, ok. Mais je ne crois pas que la question soit d'actualité. On a évoqué les années 80 où vous étiez plus proche de la droite. Et c'est vrai qu'à l'époque, on l'a oublié, et on l'a retrouvé en lisant la presse, il y avait il y a eu quelques alliances locales et puis il y a eu à un moment des tentations d'alliance entre le Front National et le RPR de l'époque. Alors on a retrouvé des archives. On va écouter aussi la suite de l'analyse de Christophe Forcari qui donc revient sur cette idée à un moment qui avait germé d'alliance et puis qui explique qu'il y a un événement qui a tout fait basculer, un événement en 1987. Je vous montre, vous l'écoutez et vous réagissez. Je suis un passionné aussi par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je me pose un certain nombre de questions et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire? C'est une obligation morale. Je dis qu'il y a des historiens qui débattent de ces questions. Il y a une immense majorité d'historiens qui l'ont dit éprouvé et quelques autres qui... Non mais vous-même, Monsieur Le Pen, est-ce que vous considérez qu'il y a eu un génocide juif il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de centaines de milliers, peut-être des millions de morts juifs et aussi de gens qui n'étaient pas juifs, n'est-ce pas? On a beaucoup glosé sur le dérapage de Jean-Marie Le Pen qui est absolument ignoble. Est-ce qu'effectivement c'est du dérapage de la sortie de route incontrôlée ou est-ce qu'au contraire c'est sciemment calculé? Mais dans ce cas-là, dans quel but? On ne le voit pas. Si ça avait été calculé, le calcul aurait été très mauvais. Revenons un peu en arrière au municipal de 1983. Il y a une alliance entre le RPR de l'époque et le FN pour conquérir la mairie de Dreux. Et il y a une attitude de la droite républicaine à l'époque, de 83 à peu près à 86, qui est très conciliante vis-à-vis du FN. Chirac dira à un moment, je cite de mémoire, il n'est pas pire de s'allier avec les communistes qui ont du sang sur les mains que de s'allier avec le Front National. Donc la droite n'exclut rien. En 86, quand le FN arrive à l'Assemblée nationale avec un groupe, la droite lui réserve plutôt un bon accueil. Et à l'époque, Jean-Marie Le Pen est plutôt en train de se dire qu'effectivement, il peut être dans une stratégie d'alliance avec la droite. Il ne l'exclut pas non plus. Nous voulons être un partenaire à part entière car nous avons des positions sur l'ensemble des problèmes qui sont assez sensiblement différentes de celles de l'opposition libérale, qu'elle soit UDF ou RPR, mais néanmoins, et compte tenu du cadre institutionnel ou, je dirais, électoral, eh bien, nous sommes prêts à des alliances dans le cadre d'un choix de société qui est évidemment le même que celui de l'opposition libérale, même si nous avons des positions assez différentes sur un certain nombre de problèmes. À cette époque, il caresserait même le rêve, dit-on, ou raconte-t-on, de devenir ministre, un ministre de la Défense, par exemple. Le résultat de cette phrase, du détail de 1987, va totalement bouleverser la stratégie du FN, mais surtout totalement modifier l'attitude de la droite. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, Le Pen redevient l'infréquentable, le voyou, donc il se retrouve totalement mis au banc de la vie publique, ce qui va l'amener, après, une fois que ça s'est commis, il n'a plus d'autre choix que de continuer dans l'isolement, c'est-à-dire mon splendide isolement, où le fait qu'on m'isole va devenir ma force. Plus on ne veut pas que je parle, ça veut dire que je suis en train de vous dire la vérité à vous, Français. Alors, vous avez dit mais non pour les alliances, mais là on voit en 83 quand même, vous les évoquez. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que c'est vrai que c'est surprenant de vous entendre parler d'alliances. En 83, le RPR est tout à fait prêt à des alliances avec le Front National,
qui fait 10% dans les sondages ou dans les élections. D'accord, vous êtes encore petit. Mais quand nous allons commencer à grandir et devenir des rivaux, eh bien, le RPR va essayer de nous étouffer. Et Forcari se trompe tout à fait quand il dit qu'en 86, je suis prêt à une négociation quelconque, puisque le premier geste que nous faisons en arrivant au palais, c'est de refuser justement notre confiance à Jacques Chirac. C'est clair, et que lui établit un nouveau système électoral il supprime la proportionnelle, qui nous a justement permis d'arriver au Palais Bourbon. Mais oui, effectivement, proportionnel qui avait été là pour les élections de 86. Alors, il y a toujours eu cette rivalité. C'est vrai qu'en relisant les articles de presse de l'époque, c'est vrai qu'en même temps, vous êtes très critique vis-à-vis de Jacques Chirac dans les articles. Et en même temps, vous demandez, j'ai retrouvé un article où vous demandez 5 postes de ministre. Vous réclamez à un moment, j'ai retrouvé un article des années 80 où vous réclamez à la droite 5 postes de ministre. Mais non. Vous l'avez jamais fait, vous n'avez jamais réclamé ça. Il faut le mettre dans son contexte. Je ne sais pas, vous me citez ça comme ça, une phrase comme ça me paraît moins mirobolante. Je n'ai jamais prononcé cette phrase, ou alors elle est prononcée de façon ironique ou dans le cadre dans un contexte qui est différent. D'accord, mais vous, sérieusement, du coup, parce qu'il dit effectivement que vous avez à un moment envisagé d'être ministre, ça n'a jamais été votre... Mais non, écoutez, j'ai été rapporteur du budget de la guerre après 58, n'est-ce pas? Au moment de la guerre d'Algérie, j'étais rapporteur du plus gros budget de la nation, qui était le budget de la guerre, mais je n'ai pas du tout pensé à pouvoir être, ni souhaité être ministre dans les gouvernements de la décadence. D'accord. Et donc son analyse, parce que tout à l'heure vous disiez que vous étiez d'accord avec lui, là vous n'êtes pas du tout d'accord sur l'analyse, sur cette phrase, sur le point de détail qui aurait établi un cordon sanitaire autour de vous et qui vous aurait poussé... Non, comment dirais-je, la constatation qu'il fait que cette phrase a déclenché une hostilité générale et pour ma part encore aujourd'hui incompréhensible, mais il doit y avoir des raisons secrètes probablement qui le justifient, moi je ne les comprends pas. Et d'ailleurs depuis, comme c'est un sujet dont il est interdit de parler sous peine de condamnation correctionnelle, eh bien je dis, moi quand on me pose la question, je dis écoutez, je crois en effet que je me suis trompé, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui est un détail de l'histoire des chambres à gaz. Mmh. Donc il a raison sur le cordon sanitaire, effectivement, oui, mais pas sur le fait que ça a modifié votre stratégie. Non, ça n'a pas... Je continue mon combat dans la droiture, dans le courage, la vérité. Voilà, ce n'est pas la même que celle de M. Chirac, c'est sûr. Pour terminer l'émission, voilà, vous disiez je suis moi droit, je suis un roc, et bien justement... Je n'ai pas dit je suis un roc, non. Vous ne l'avez pas dit, mais alors c'est parce que l'intervenant le dit, alors vous avez dit je suis droit, je suis maroute, voilà, je suis maroute sans dévier, vous avez dit ça, c'est ce que vous vouliez dire. Justement, c'est parce qu'il en est question dans le magnéto suivant, je vais vous montrer quelques images, des images prises sur le vif, des images avec votre fille, des images où vous parlez d'elle, elles sont commentées par le philosophe et psychanalyste Jean-Pierre Winter. On commence par quelques images. Jean-Pierre Winter. Coucou, c'est moi, suivi de près. Bien, et toi? Je suis venu qu'aujourd'hui, puisque hier j'ai pas pu, et comme demain il n'y a pas d'avion, je repars avec toi cet après-midi. Oui, d'accord. Voilà, donc là pour le coup je fais l'aller-retour. D'après vous, qu'est-ce qu'elle a de vous, votre fille? D'après vous? Pardon? Elle sera aussi bonne que vous? Mais ça, je n'en sais rien, c'est l'avenir qui le dira. J'espère qu'elle sera meilleure. Parce qu'elle aura quand même déjà... moi, j'ai fait le bulldozer un petit peu. J'ai tracé la route dans la jungle. Maintenant, elle peut aller plus loin, sans doute. Je le souhaite, en tous les cas. C'est moi qui fais le plus grand nombre de voix. Voilà. Il y a un challenge entre nous. Hein. Un challenge. Un challenge, c'est pas qu'à dans pas de télé, alors... C'est ça. Oui, pour le résultat, oui. Il vaut mieux un challenge à la hausse, comme ça. Oui, c'est mieux les challenges à la hausse, c'est sûr. Ça montre bien. Dites-vous un challenge. En français, c'est challenge. Un défi ou un défi. Un challenge en français. C'est comme les... J'ai remarqué que les speakers de la radio disent Vancouver. Vancouver. C'est Vancouver, c'est pas Vancouver. Ou alors il faut dire Vancouver. Qu'il affirme qu'il souhaite qu'elle aille plus loin que lui, on peut penser que c'est vrai. Et comme beaucoup de pères avec leurs enfants, c'est souvent le souhait qui est exprimé. Ça ne dit rien de l'ambivalence
qu'on peut avoir à l'égard de ses enfants quand on est comme ça avec une fille qui va prendre votre succession dans l'entreprise. Tout le monde sait les conflits intrafamiliaux dont il n'a effectivement pas à nous faire part dans une émission de télévision. Et sur son attitude à elle, parce qu'on la sent souvent un petit peu... je sais pas d'ailleurs, on la sent quoi? On la sent essayant de faire bonne figure. Du coup, elle sourit de toutes ses dents, mais d'une manière qui paraît vraiment forcée. Alors elle, vous dites, elle a l'air un peu mal à l'aise, pas lui en tout cas. Lui, il a toujours eu cette force de conviction, de sentiment d'être dans, comme il dit, d'être dans la droiture, d'être dans le vrai, dans la vérité, qui fait que c'est une espèce de menhir, il aimerait l'image, je suis sûr. Et rien ne peut altérer la position qui est la sienne. Et on ne l'a jamais entendu, malgré les témoignages, malgré les procès, on ne l'a jamais entendu revenir sur quelque chose qu'il aurait dit et qui aurait fait du tort. Après tout, ça peut arriver à n'importe qui de dire ben voilà, je me suis laissé entraîner, ou j'étais pas suffisamment informé, ou je n'avais pas conscience de la douleur des gens à qui je m'adressais, et donc je le regrette, et j'espère qu'on me le pardonnera. Non, jamais, c'est jamais arrivé. Voilà, alors il y a deux choses. On va reprendre par du début. Vous avez ri quand il a dit oui, quand votre fille rit, parfois elle a l'air un peu mal à l'aise. Ça vous fait... Pourquoi vous avez ri? Parce que vous pensez que c'est pas vrai? Il se met dans la peau des gens, il croit que c'est ça. Et c'est souvent les psychologues pensent ça, les psychiatres, les psychanalystes. On n'est pas forcé de les croire. D'accord. Non, mais c'est vrai aussi, on est tous, pour les femmes, on est tous filles de notre père. Et on a vu Martine Aubry, d'ailleurs, une femme politique aussi, qui aimait pas forcément, qui était souvent mal à l'aise quand elle était filmée avec son père. J'ai pas trouvé du tout que les images montraient qu'elle était mal à l'aise. Et ben voilà, vous qui la connaissez bien. Je crois que Marine est quelqu'un d'assez expansif, assez extraverti, et qu'elle dit ce qu'elle pense. D'accord. D'accord. Donc elle n'est pas. Donc vous dites finalement, elle est parfaitement naturelle et elle n'est pas dans cette relation qui peut être compliquée, des fois père-fille. Il y a pas. Non, on s'aime. Rassurez-vous. Il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de. Très bien. Et alors sur les regrets aussi, parce qu'il dit, alors vous avez dit Cahuzac pendant qu'il parlait, il dit tout être humain peut exprimer des regrets en disant j'ai mal compris, je me suis trompé. Oui, c'est très à la mode ça. C'est la mode américaine. C'est Clinton avouant qu'il avait chouchouté dans son bureau sa petite secrétaire, etc. Et après il bat sa coule, pardon, je ne suis pas mon genre, voilà. Ouais, vous non, jamais. Non, jamais. Je ne demande pardon qu'à Dieu, je ne demande pas pardon aux hommes. Ah ouais. Mais quand même cette histoire de regret, parce qu'on peut dire, alors effectivement, au fil des interviews, vous avez toujours dit, moi je ne regrette pas, j'ai jamais exprimé de regret, etc. Mais après, vous allez dire, c'est votre affaire et ça ne nous regarde pas forcément, mais en même temps, on peut se dire, chaque personne peut se dire, à un moment je me suis trompé, etc. Je me suis peut-être dit, mais dans mon fort intérieur, dans votre fort... in petto. D'accord. Ah, parce que sur ces sujets-là, pour vous, on peut se le dire dans son fort intérieur sans le dire publiquement. Bien sûr, absolument. La confession publique, c'est un acte politique qu'on fait ou qu'on ne fait pas. D'accord. Ça n'a rien à voir avec la conviction que l'on a de son erreur éventuelle, etc. Mais c'est différent. Donc vous le faites, vous pouvez être amené à le faire, mais vous le gardez pour vous, c'est ça? Éventuellement. Éventuellement, d'accord. Éventuellement. Et donc si éventuellement vous étiez amené à avoir des regrets sur quelque chose et qu'on vous pose la question sur ce sujet-là, vous refusez... Quand j'ai causé du tort à quelqu'un, je n'hésite pas à lui en demander pardon. Si j'ai commis une erreur ou une faute à son égard, une injustice, ça ne me gêne pas. C'est individuel. Mais sur le plan politique, jusqu'à présent, je ne me suis pas trouvé dans cette situation-là. Même en votre fort intérieur? Oui, bon, des erreurs de manœuvre. Bon, prêter le flanc à un adversaire, ça n'est pas s'être trompé. Oui, mais s'il faut en passer par là pour, je ne sais pas, moi, gagner des élections, etc. Non, bah écoutez, il y a des choses que je ne ferai pas, même pour gagner des élections. D'accord, ok, très bien. Jamais. Bon, ou pour que votre fille les gagne. Ah, c'est elle qui est maîtresse de son jeu. Oui, mais est-ce que si vous deviez faire quelque chose pour que votre fille puisse gagner une élection, vous le feriez? Demander pardon de certaines choses pour que votre fille puisse gagner? Non, je ne me sens pas, je ne voudrais pas payer de ce prix-là. Il y a certainement d'autres manières plus nobles, plus loyales de le faire. D'accord, très bien. Bon en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien merci sans confession. Merci de m'avoir invité. C'est d'autant plus remarquable que c'est rare. Voilà, mais écoutez, merci beaucoup. L'émission sera beaucoup rediffusée, donc ce sera un rattrapage. Merci beaucoup.
Quand même, vous avez été souvent sur Public Sénat, hein, franchement. Non. On a fait un documentaire sur vous. Vous avez peut-être fait un documentaire, mais je vous dis, on ne m'invite pas. Oui. Alors que je vois mes collègues, par exemple, sont très souvent invités. Monsieur Collard est souvent invité. Moi, je suis... Marine même est invitée. Moi, je ne suis pas invité. Alors que je suis parlementaire européen, mais peut-être que le directeur ne le sait pas.